pendant 2 semaines, les différentes parties ont procédé à des négociations pour trouver un accord cadre mondial sur la biodiversité qu'on appelle post-2020. Hier, l'accord a été adopté, pas à l'unanimité, puisque les États du Nord et les États du Sud ne sont pas entendus sur notamment la question du financement. Le Brésil, l'Indonésie par exemple et la République démocratique du Congo ont proposé qu'il y ait un financement, c'est la création de nouveaux fonds qu'on appelle le fonds d'accompagnement pour la mise en œuvre de ces projets à hauteur de 100 milliards de dollars. Malheureusement, les pays du Nord n'ont pas accepté. Ils ont proposé qu'il y ait un accompagnement échelonné, c'est-à-dire jusqu'en 2030, qu'il y ait 30 milliards de dollars au lieu de 100 milliards. Le cadre mondial de la biodiversité aura été donc le document phare et marqué la COP15. Le message qu'on va véhiculer à l'endroit de nos dirigeants, surtout l'ensemble des pays africains, c'est d'arrêter de prioriser la question du financement. Parce qu'aujourd'hui, les États du Nord, comme les pays développés, ont compris que nous, parfois, on vient avec aucune idée. Si c'est pas seulement, on parle que du financement. Tant qu'on ne met pas dans le document que on va vous financer à telle hauteur 100 milliards ou 200 milliards, et ils ne signent pas. Et d'ailleurs, la République démocratique du Congo, à travers son ministre de l'Environnement, a dit que à partir du moment qu'on ne parle pas de financement de 100 milliards dans l'accord cadre mondial, et le pays va se réserver d'adopter, parce que les parlements doivent adopter ces accords. Je pense qu'il faut qu'ils changent un peu de posture. Il faut qu'ils viennent avec des propositions concrètes pour dire que voilà, et des moyens à côté pour dire que voilà, par exemple, nous, on n'a pas les moyens financiers pour mettre en œuvre des engagements ou en tout cas des projets dans nos différents pays. Mais avec le peu de moyens qu'on a, voilà ce qu'on propose. Et nous avons suivi de près ces négociations en amont et en aval. Et surtout, nous avons échangé avec que ce soit des ONG qui ont venu avec des idées, mais aussi des organisations des jeunes qui ont fait de la pression, du lobbying pour faire en sorte qu'il y ait un accord ambitieux et que l'accord puisse prendre en compte les préoccupations des populations autochtones et surtout les personnes victimes de ces changements climatiques aujourd'hui. Nous avons eu pas mal d'informations, notamment sur la protection des terres, la protection des océans et tant d'autres. Mais il y a toujours les pressions qui continuent parce que les jeunes supposent que les préoccupations de certaines communautés n'ont pas été prises en compte. Ils continuent à faire du lobbying. Et nous, en tant que journalistes, on essaye de recueillir les informations de part et d'autre pour voir quel camp propose quoi et qu'est-ce qu'il en pense par rapport à tout ce qui est en train de se dire dans les différentes négociations. Ça n'a pas été facile parce que la couverture médiatique des conférences, pareil, c'est pas comme les conférences classiques qui se tiennent chez nous. Il faut se familiariser un peu avec certains outils techniques, le langage technique. L'accès à l'information, au niveau des médias, nous avons non seulement des canaux officiels qu'on appelle les communiqués de presse qui nous parviennent via le secrétariat exécutif de la Convention, mais aussi on va à la recherche, à la rencontre des personnes, notamment les points focaux, comme par exemple le point focal de la Guinée qui est là, et puis d'autres points focaux comme la RDC, le Congo-Brazzaville, le Gabon et tant d'autres, pour recueillir les informations, pour savoir quelles sont les préoccupations de ces différents pays-là, qu'est-ce qu'ils en pensent par rapport à l'évolution des négociations et qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à l'accord cadre mondial qui vient d'être paraphé par les différentes parties. Voilà autant d'informations que nous recueillons auprès de ces parties.